Les sociales de KPMG. Le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des sociales de KPMG, le rendez-vous radiophonique dédié au droit social pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale et mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. Nous sommes le jeudi 10 octobre 2024. Au micro, Olivier Mazy, associé en charge du droit social chez KPMG Avocats, et Xavier Carcin, avocat et membre du conseil scientifique de KPMG Avocats. Bonjour Xavier. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux moyens d'action dont dispose une entreprise pour faire face à l'absentéisme d'un salarié. Une question plus que jamais au cœur de l'actualité, Xavier. En effet, Olivier, si après avoir atteint un niveau record en 2022, le taux d'absentéisme a légèrement baissé en 2023, ce taux reste supérieur à 5% et reste donc très élevé si l'on compare au niveau d'avant Covid. Par ailleurs, la durée moyenne des arrêts de travail ne cesse de s'allonger et s'élève aujourd'hui à plus de 23 jours. Les arrêts de plus de 30 ou de plus de 90 jours atteignent des niveaux records. Quelles sont les principales conséquences de cette augmentation de l'absentéisme ? Les répercussions sont multiples, avec tout d'abord des conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale qui font face à une augmentation des indemnités journalières versées. Pour les entreprises également, qui d'une part doivent engager des frais afin d'assurer le remplacement du salarié absent, d'autre part sont tenus de verser au salarié absent une indemnité complémentaire destinée à compenser la différence entre sa rémunération habituelle et le montant des indemnités journalières perçues. Nous allons le voir, ce versement donne le droit à l'employeur de diligenter une contre-visite médicale dont les modalités sont désormais fixées dans un décret du 5 juillet dernier. D'autres conséquences de l'absentéisme de longue durée ? Au-delà de ces aspects purement économiques, l'absentéisme entraîne aussi des conséquences délétères en termes d'organisation de l'entreprise, de motivation des collaborateurs et de climat social. Enfin, s'il peut trouver sa source dans des conditions de travail dégradées, l'absentéisme de longue durée peut avoir un impact humain très lourd et conduire à une véritable désinsertion professionnelle du salarié absent trop longtemps. Ces aspects organisationnels et de santé au travail appellent alors non pas des mesures de contrôle, mais des mesures de prévention. Il est donc nécessaire de faire un point sur les droits et obligations du salarié, de l'employeur, en cas d'arrêt de travail, mais aussi sur les moyens d'action dont dispose l'entreprise pour faire face à une telle absence. Non seulement si elle soupçonne que les arrêts de travail présentent un caractère injustifié, mais également de manière plus positive lorsqu'elle entend faciliter le retour du salarié dans les meilleures conditions. Nous évoquerons également, au-delà de la gestion des situations individuelles, les leviers dont dispose l'employeur pour prévenir l'absentéisme ainsi que les problématiques liées à la qualité de vie au travail. Rappelons tout d'abord que la protection de la santé et la garantie pour la personne en incapacité de travailler, d'obtenir des moyens de subsistance, sont des droits constitutionnels. En quoi consistent concrètement les droits du salarié en arrêt de travail ? L'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail prend deux formes. En cas d'incapacité médicalement constatée, le salarié a tout d'abord droit au versement par la sécurité sociale d'indemnités journalières tant qu'il est couvert par un certificat médical d'arrêt de travail régulièrement délivré par un médecin. Le montant de ces indemnités correspond à 50% du salaire journalier de base qui est déterminé au regard des 3 derniers mois de salaire. À côté des indemnités journalières, le Code du travail impose à l'employeur de verser aux salariés ayant une ancienneté d'1 an une indemnité complémentaire destinée à compenser la différence entre le montant des indemnités journalières et la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, et ce pendant une période pouvant aller jusqu'à 90 jours. En pratique, les modalités et la durée de versement de cette indemnité complémentaire sont déterminées par la convention collective applicable à l'entreprise. Maintenant, quelles sont les obligations du salarié en arrêt de travail ? Là encore, il faut distinguer les obligations vis-à-vis de la sécurité sociale et celles vis-à-vis de l'employeur. Au regard de la sécurité sociale, le salarié en arrêt de travail est tenu de se reposer et doit s'abstenir de toute activité physique qui ne serait pas préalablement et expressément autorisée par son médecin traitant. Les textes et la jurisprudence sont extrêmement stricts sur ce point. La Cour de cassation a ainsi rappelé dans un arrêt du 16 mai 2024 que la CPAM pouvait cesser le versement des indemnités journalières en cas d'exercice par l'assuré d'une activité sportive qui n'aurait pas été préalablement autorisée par un médecin. Et ce, même en présence d'attestations établies a posteriori par le médecin traitant, indiquant qu'une telle activité était bénéfique et recommandée pour le traitement de la pathologie du salarié. Et vis-à-vis de l'employeur ? Le salarié est tenu de 2 obligations. D'une part, d'informer l'employeur de son arrêt de travail et de ses éventuels renouvellements.
D'autre part, de respecter une obligation de loyauté à l'égard de l'employeur pendant la période de suspension du contrat de travail. Cette obligation de loyauté est entendue de manière stricte par la Cour de cassation. D'abord, elle ne saurait conduire à exiger du salarié malade qu'il accomplisse une quelconque prestation de travail. Elle autorise simplement l'employeur à contacter le salarié pour lui demander la restitution d'informations, de matériel ou de documents qu'il détient et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise. Ensuite, elle ne saurait permettre à l'employeur de contrôler l'activité du salarié au cours de la période d'arrêt de travail et a pour seul objet d'interdire au salarié d'exercer une activité portant préjudice à l'entreprise. C'est notamment le cas lorsque le salarié se livre à une activité concurrente de celle de l'employeur. Pour être certain de bien comprendre, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'exercice par le salarié en arrêt maladie d'une activité physique incompatible avec son état de santé pour le licencier. On pourrait pourtant penser qu'une telle activité incompatible avec la finalité de l'arrêt de travail prescrit porte préjudice à l'employeur qui indemnise le salarié et qui engage des frais pour son remplacement pendant toute la durée de l'arrêt de travail. Ce n'est pas la position de la Cour de cassation qui a une position très ferme et absolument constante sur ce point. Elle juge que la méconnaissance par le salarié de ses obligations vis-à-vis de la sécurité sociale et l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail ne constituent pas en soi un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Selon la Cour de cassation, pour fonder un licenciement, l'acte commis par le salarié durant la suspension du contrat doit causer un préjudice à l'employeur. Ce préjudice doit être distinct des seules conséquences occasionnées par l'absence du salarié. La Cour de cassation veut éviter que l'employeur ne se substitue à la sécurité sociale et puisse, sous couvert d'obligation de loyauté, s'immiscer dans la vie personnelle du salarié. Si la connaissance de l'exercice par le salarié d'une activité incompatible avec l'arrêt de travail, l'employeur peut simplement, si cette activité ne lui occasionne pas de préjudice, opérer un signalement auprès du service du contrôle médical de la sécurité sociale. On vient de voir que l'employeur ne peut pas contrôler lui-même l'activité du salarié couvert par un arrêt de travail. Il n'est pas pour autant totalement démuni lorsqu'il fait face à des arrêts de travail qui lui paraissent manifestement abusifs. Vous avez évoqué, Xavier, en introduction, la possibilité pour l'employeur de faire procéder à une contre-visite. Peut-on préciser en quoi cela consiste ? L'article L1226.1 du Code du travail, relatif à l'obligation de verser aux salariés malades une indemnité complémentaire, prévoit la possibilité pour l'employeur de faire procéder à une contre-visite médicale par un médecin au cours de l'arrêt de travail pour vérifier si celui-ci est justifié. Si, après avoir examiné le salarié, le médecin estime que l'arrêt de travail n'est pas fondé, l'employeur pourra cesser de verser l'indemnité complémentaire au salarié. Il faut préciser que le texte relatif à l'indemnité complémentaire et à la contre-visite existe depuis 1978 et que depuis cette date, il était prévu que les modalités de la contre-visite soient fixées par un décret en Conseil d'État. Attendu depuis plus de 45 ans, le décret est finalement intervenu le 5 juillet 2024. Mieux vaut tard que jamais, et ce n'est sans doute pas un hasard si ce décret intervient aujourd'hui dans un contexte de recherche par les pouvoirs publics de moyens destinés à lutter contre l'absentéisme. Premier point, le salarié peut-il refuser la contre-visite ou s'y soustraire ? Le salarié ne peut en aucun cas prétendre se soustraire à la contre-visite. Il doit même au contraire fournir spontanément à l'employeur les informations permettant son déroulement. Rappelons qu'en principe, le salarié en arrêt de travail est censé rester à son domicile et ne sortir qu'aux heures autorisées. Le décret, qui entérine sur ce point la jurisprudence de la Cour de cassation, impose au salarié, qui choisit un lieu de repos autre que son domicile, d'en informer l'employeur immédiatement. Il prévoit de la même manière que si le certificat médical prévoit la mention sortie libre, le salarié doit, dès le début de l'arrêt de travail, indiquer les heures au cours desquelles la contre-visite pourra être effectuée. Si le médecin mandaté par l'employeur se présente au lieu et heure indiqués par le salarié, ou à défaut d'indication au domicile en dehors des heures de sortie autorisées, et que le salarié est absent, alors l'absence de contre-visite sera imputable au salarié. Il en sera de même si le salarié refuse la contre-visite. À quel moment peut être organisée cette contre-visite et selon quelles modalités ? Là encore, le décret confirme la jurisprudence de la Cour de cassation et prévoit que la contre-visite peut être organisée à tout moment de l'arrêt de travail et donc dès le commencement de celui-ci. S'il peut mandater le médecin de son choix, il est généralement fait appel à des organismes spécialisés ayant constitué des réseaux de médecins contrôleurs. La contre-visite s'effectue au choix du médecin, soit au domicile
ou au lieu indiqué par le salarié selon les modalités qui viennent d'être indiquées. Le médecin peut alors se présenter sans avoir à respecter un quelconque délai de prévenance, soit sur convocation au cabinet du médecin. Si le salarié ne se rend pas à la convocation, il lui incombe de justifier de son impossibilité de se déplacer, notamment au regard de son état de santé. Quelle est l'issue de la contre-visite? Le médecin va informer l'employeur de ses conclusions sur la justification de l'arrêt de travail ou lui indiquer qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer la contre-visite pour un motif imputable au salarié. Si le médecin fait état du caractère injustifié de l'arrêt de travail ou de l'impossibilité de procéder à la contre-visite, l'employeur peut cesser de verser l'indemnité journalière. Il doit simplement informer immédiatement le salarié de cette situation. La cessation du versement d'indemnité journalière constitue le seul effet immédiat de la contre-visite. L'employeur ne peut en aucun cas mettre en demeure le salarié de reprendre le travail. En effet, une absence injustifiée ne peut être reprochée au salarié qui est couvert par un certificat médical d'arrêt de travail. La contre-visite n'a aucun impact du point de vue du droit aux indemnités journalières de sécurité sociale? Elle n'a pas d'impact immédiat. Cependant, le Code de la sécurité sociale prévoit que s'il estime l'arrêt de travail injustifié ou s'il est placé dans l'impossibilité d'examiner le salarié, le médecin contrôleur adresse un rapport médical au service du contrôle médical de la sécurité sociale. L'organisme de sécurité sociale, ainsi alerté, peut, s'il l'estime utile, décider de procéder à un contrôle et de cesser le versement des indemnités journalières s'il apparaît injustifié. Quand peut-on conseiller à un employeur de faire procéder à une contre-visite? Comme vous l'avez relevé, le fait que le décret relatif à la contre-visite intervienne aujourd'hui montre la volonté des pouvoirs publics d'en faire un instrument de lutte contre les arrêts de travail abusifs. Le décret est une invitation pour les employeurs à se saisir de cet instrument et une invitation pour les organismes de sécurité sociale à donner suite aux rapports de contre-visite qui leur sont adressés. Toutefois, il va de soi que cet instrument, qui a un coût pour l'entreprise, ne peut être utilisé qu'avec la plus grande précaution. Il ne faut pas oublier que s'ils existent incontestablement, les arrêts de travail abusifs ne constituent qu'une très faible part des arrêts de travail prescrits. Et que le médecin contrôleur, qui est indépendant de l'employeur, ne remettra en cause les prescriptions faites par l'un de ses confrères que dans les hypothèses où celles-ci sont manifestement erronées. Est-ce que l'entreprise risque quelque chose à recourir trop fréquemment à la contre-visite? Oui, une utilisation trop fréquente ou trop hasardeuse de la contre-visite risque de se solder par une validation systématique des arrêts de travail prescrits. Il est donc important de ne l'utiliser qu'avec une infinie précaution quand il existe de réelles raisons de penser que l'arrêt de travail est de complaisance ou n'est pas ou plus justifié. On peut citer par exemple l'hypothèse d'un arrêt de travail délivré à un salarié en conflit avec l'employeur et qui souhaite quitter l'entreprise, ou encore l'hypothèse d'un arrêt de travail anormalement long. Comme vous l'avez dit, Xavier, s'ils ont un coût important pour les entreprises, les arrêts de travail abusifs ne constituent qu'une infime partie des arrêts de travail prescrits. La gestion de l'absentéisme ne peut donc pas se limiter à la seule question du contrôle de la justification des arrêts de travail. En effet, les absences de longue durée peuvent s'avérer problématiques à deux niveaux. Pour l'entreprise, qui est conduite à se réorganiser sans le salarié, mais surtout pour le salarié qui, compte tenu de son éloignement de l'entreprise pendant une très longue durée, risque de voir sa capacité à reprendre un emploi à court terme ou moyen terme irrémédiablement réduite. Le législateur, donc, est intervenu pour permettre de prévenir ces situations dites de désinsertion professionnelle. Effectivement, Olivier. Le contrat de travail étant suspendu par l'arrêt maladie, l'employeur n'a pas en principe à entrer en contact avec le salarié au cours de cette période. Or, de nombreuses études ont montré que la possibilité d'une prise de contact pouvait être opportune en cas d'arrêt de travail de longue durée pour favoriser le retour dans l'emploi dans les meilleures conditions. C'est la raison pour laquelle la loi du 2 août 2021, relative à la prévention de la désinsertion professionnelle, est venue prévoir, dans l'hypothèse où l'absence au travail du salarié est supérieure à 30 jours, la possibilité d'organiser un rendez-vous de liaison entre le salarié et l'employeur, associant le service de prévention et de santé au travail. Quel est l'objet de ce rendez-vous de liaison? Ce rendez-vous doit permettre aux parties au contrat de travail de prendre attache, nonobstant la suspension du contrat de travail, pour envisager à l'avance les modalités de reprise du travail. Il permet de recenser les différents outils à disposition pour favoriser cette reprise et d'informer le salarié qu'il peut notamment bénéficier d'actions de formation et d'accompagnement, d'un examen de pré-reprise ou encore de mesures d'aménagement de son poste de travail. L'organisation d'un rendez-vous de liaison est-elle une obligation pour l'employeur ou pour le salarié? La loi prévoit que ce rendez-vous est organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
Cependant, les obligations ne sont pas les mêmes pour les deux parties. L'employeur est tenu d'informer le salarié absent depuis plus de 30 jours qu'il peut solliciter l'organisation de ce rendez-vous. Par ailleurs, si le salarié le demande, l'employeur ne peut pas refuser d'organiser le rendez-vous de liaison. En revanche, le législateur a entendu éviter que le rendez-vous de liaison puisse être vécu par le salarié malade comme un moyen de pression et a donc prévu des garanties. C'est la raison pour laquelle, outre le fait que le service de santé au travail est associé à l'organisation du rendez-vous, il est expressément prévu qu'aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre au rendez-vous de liaison. Face au refus du salarié d'un rendez-vous de liaison, que peut faire l'employeur, confronté à une absence de longue durée, pour préparer le retour dans l'entreprise et ou mettre un terme aux incertitudes quant à un hypothétique retour? L'employeur ne peut rien imposer au salarié en arrêt de travail. Il ne peut, dans une telle hypothèse, que se retourner vers la médecine du travail pour évoquer avec elle l'éventualité d'organiser une visite médicale, notamment une visite de pré-reprise. Il faut enfin évoquer le fait que la gestion de l'absentéisme dépasse celle de la situation individuelle du salarié absent et que les entreprises ont intérêt à mettre en œuvre des politiques de prévention. Effectivement, Olivier, il est probable qu'un fort taux d'absentéisme au sein de l'entreprise trouve sa cause dans des situations de souffrance au travail liées à des conditions de travail dégradées. À cet égard, les évolutions contemporaines du travail, on pense par exemple à la tertiarisation, au développement des technologies de l'information et de la communication, ou encore aux nouvelles méthodes de management, ont généré des risques nouveaux. On pense ici essentiellement au stress, aux risques psychosociaux, ou encore aux troubles musculo-squelettiques. Ces nouveaux troubles, qui présentent souvent un caractère plurifactoriel, ne sont pas aisément appréhendables au regard des mécanismes classiques de prévention des risques professionnels. Comment réagissent les entreprises à ce nouveau contexte? Cette situation conduit de plus en plus les entreprises à aborder la problématique de la santé au travail de manière beaucoup plus globale. Non plus simplement comme un moyen d'éviter la survenance de pathologies, mais sous l'angle de la recherche d'un environnement de travail propice à la production d'un bien-être au travail. Cette nouvelle approche, qui implique une réflexion générale sur l'ensemble des conditions de travail, est au cœur des discussions actuelles relatives à la qualité de vie au travail. Cette recherche constante des meilleures conditions d'organisation pour bien travailler constitue sans doute aujourd'hui l'instrument le plus efficace dont disposent les entreprises pour prévenir l'absentéisme. La qualité de vie au travail est plus généralement un vecteur important de performance pour l'entreprise. Cette nouvelle approche de la santé au travail constitue un défi passionnant que toutes les entreprises ont intérêt à relever. Nous aurons sans doute l'occasion d'évoquer à nouveau ces questions de bien-être et de qualité de vie au travail dans de prochaines éditions des Sociales de KPMG. Cette édition touche maintenant à sa fin et nous espérons qu'elle a répondu à vos attentes. Nous vous retrouverons avec grand plaisir prochainement. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez consulter nos publications sur le site internet et vous abonner au compte LinkedIn de KPMG Avocat. Et bien sûr, n'hésitez pas à écouter les précédents numéros des Sociales, mais aussi les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger sur l'App Store ou Google Play. À bientôt. Les Sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.